Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette semaine des champions. Nous sommes à la 3e journée de cette semaine et nous allons aujourd'hui parler de cybersécurité avec notre champion Sequoia. Je vais vous faire juste un petit rappel concernant. Donc moi je suis Christian Gautreau, je suis le coordinateur relations entreprises et c'est moi qui vais animer cette session de webinaire. Alors juste pour petit rappel, donc on a eu Scalynx lundi, Uavia hier, Sequoia aujourd'hui, demain Probable et vendredi on termine avec Candela. Donc vous pouvez toujours vous inscrire et n'hésitez pas à suivre en direct ou en replay, les replays qui seront directement accessibles après les séquences. Alors qu'est-ce qu'un champion ? Donc, d'abord, il faut que vous sachiez que le programme champion existe dans le pôle depuis 2011. Donc, on n'est pas à notre première session champion. Et cette année particulièrement, pour les 20 ans du pôle, on aura peut-être des présentations et des animations encore plus détonnantes pour nos champions. Le programme champion sur 2024, c'est un millésime de maturité et de consolidation. Les champions adressent des sujets stratégiques, comme la cybersécurité, et en même temps, ils s'appuient sur une expertise, j'allais dire, pragmatique. On a des champions qui sont vraiment opérationnels, qui ont des structures économiques et de gouvernance qui sont de bonne qualité, et c'est particulièrement ce qu'a mis en avant le jury. Je vais vous donner le retour du jury dans quelques instants. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que les champions, ils sont issus des hubs, et que dans les hubs, c'est le coordinateur qui a mis en avant un champion et on a la chance aujourd'hui d'avoir le coordinateur du hub cyber et sécurité, Alexandre, qui fera une petite intervention juste après moi. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du jury. Alors le jury, donc il est composé de sociétés d'investissement, de grands mécènes du pôle, et puis aussi Ecomesure et Narea. Vous voyez qu'en fait, c'est deux entreprises qui ont été championnes l'année dernière et qui ont été invitées à participer au jury. Alors le jury, qu'est-ce qu'il a dit concernant notre champion Sequoia ? Je vous reprends et je vous cite Fadoua Subé, qui est la présidente du jury et la présidente de Sovereignty. Alors voilà ce que nous a dit le jury. Le jury nous a dit la maturité d'une offre cybersécurité complète et en mode SaaS, opérationnelle pour les SI, ça c'est le vrai plus. Ça, c'est la vraie dimension de Sequoia. D'abord, il y a une très belle croissance en termes de nombre de clients, en termes de nombre d'actifs protégés et de partenaires. On le verra, en termes de distribution, Sequoia a mis un vrai focus sur la distribution internationale et ça, c'est un vrai succès. Et c'est le mode qui permet de scaler au niveau international et partout dans le monde. Et ça, c'est un vrai point qu'ils ont particulièrement bien maîtrisé et c'est à mettre en avant. Et puis, d'un point de vue, j'allais dire, potentiel de passage à l'échelle, eh bien, j'allais dire, tous les indicateurs sont au vert, technologiquement, actifs protégés, partenaires prêts à déployer, et puis des investigations dont nous parlera Alexandre, qui permettent de montrer que cette entreprise et ses dirigeants, ils ont été, j'allais dire, au-delà de la performance technologique, chercher les sujets de malware et pour pouvoir y répondre avec les autorités du monde entier. Ça, Alexandre nous en parlera juste après moi. Donc voilà, un petit rappel pratique. Vous avez la possibilité dès maintenant de poser vos questions. Ces questions, elles seront traitées. Je les poserai à l'équipe Sequoia en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Elles seront traitées en fin de présentation. Et voilà, on est parti pour le webinaire du champion Sequoia et je vais laisser la parole juste avant l'équipe Sequoia à mon camarade et non mon collègue Alexandre qui va nous donner quelques informations pertinentes sur le choix de Sequoia et de son hub. C'est à toi Alexandre. Bonjour à tous, merci Christian. Alors, je coordonne le hub Cyber and Security au sein de Systematic, une des plus fortes communauté avec plus de 200 membres d'intérêt, en plus qui exercent sur un marché en plein essor et un bon vecteur de champions. Je vais prendre quelques chiffres sur le panorama de la menace de l'ANSSI 2023.
À noter que le 2024 vient de sortir à l'instant. Ouais. Dans les grandes lignes, par contre, la situation n'a pas évolué en mieux. Donc, ce que je vais raconter sera certainement plus ou moins la même chose dans le panorama 2024. Donc, en 2023, l'espionnage s'est maintenu à un niveau élevé, avec une augmentation significative du ciblage des individus et des structures non gouvernementales. Une augmentation aussi de 30% des attaques par rançongiciel et un contexte géopolitique tendu, avec des actions menées par des États contre des entreprises ou des États. Un petit mot sur Sequoia, donc une équipe dynamique, fortement impliquée dans l'écosystème. On les retrouve demain pour notre événement Zero Trust que nous organisons avec le programme transfert au campus cyber, et ce sera d'ailleurs au campus cyber. Et un petit point d'actualité sur une belle collaboration qu'ils ont eue en début de cette année avec le département de la justice américaine et le FBI sur la suppression à distance d'un logiciel malveillant, PlugX, sur des milliers d'ordinateurs basés aux États-Unis. Et donc ça émane de la société Sequoia qui a collaboré avec la gendarmerie et donc le parquet de Paris. Et cette action a aussi été réalisée dans une dizaine d'autres pays. Donc voilà, on voit que Sequoia est sur un marché en plein essor et sur des risques cyber forts pour les entreprises, pour les États. Donc maintenant, je pense, soit trop donner la parole à Christian, soit donner directement la parole aux équipes de Sequoia. Et effectivement, on va laisser la place à nos deux champions, David et Arnaud. Et Arnaud, c'est à vous. Merci beaucoup Christian, merci Alexandre. Donc enchanté, je suis Arnaud, je suis en charge d'affaires publiques chez Sequoia et je suis connecté avec David, notre cofondateur. Bonjour. Donc on est parti pour une bonne demi-heure ensemble pour vous parler d'interopérabilité dans le monde de la cybersécurité. On va commencer par un bref rappel en 5-10 minutes max sur Sequoia pour vous dire ce qu'on fait exactement et pourquoi l'interopérabilité est importante avant d'entrer dans le dur du sujet. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en live au fur et à mesure. Alors, pour commencer sur Sequoia, en quelques mots, Sequoia, on est une entreprise française de technologie de cybersécurité, donc un éditeur de logiciels, et on développe une plateforme pour les équipes de cybersécurité opérationnelle, les équipes SOC, vous entendrez souvent cet acronyme aujourd'hui. SOC, ça veut dire Centre opérationnel de sécurité, donc qu'on trouve dans les entreprises et les organisations publiques. Donc nous, on fournit une plateforme cyber pour automatiser les opérations grâce à l'IA et le renseignement cyber dont on va parler. Donc on est là pour anticiper, automatiser et simplifier. Donc voilà, ça c'est en quelques mots. Et pour vous donner quelques chiffres sur l'entreprise, on est à peu près 110 aujourd'hui, donc on est ce qu'on appelle une scale-up, environ 110 basés notamment à Paris, à Rennes, on est breton, et dans différents pays européens. On a la première équipe privée de chercheurs en renseignement cyber en Europe, et on protège à peu près 500 organisations aujourd'hui. L'entreprise a été créée en 2022, donc on a 3 ans maintenant. On fournit une plateforme SaaS, qui est basée sur le cloud, hébergée sur le cloud. Ça représente beaucoup de données, de flux de données. Pour vous donner quelques ordres d'idées, on est à 100 terabits d'événements traités chaque jour. Et ce qui est notre base d'indicateurs de sécurité représente près de 10 millions d'indicateurs aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les grandes masses. On travaille beaucoup, comme vous l'avez dit, avec notre écosystème. Pour vous donner un peu les principaux acteurs, il y a toute l'industrie de la cybersécurité qui est très présente. Vous avez peut-être entendu parler du campus cyber qui réunit les grands acteurs et donc on est membre fondateur. On travaille beaucoup avec les CERT, les centres de réponse à incidents. Évidemment systématique, qu'on remercie encore aujourd'hui de nous accueillir, mais aussi avec d'autres types d'acteurs comme Europol. On est partenaire d'Europol et je crois qu'on est la seule boîte française à travailler avec eux sur ces sujets. On travaille avec eux sur le partage de renseignements cyber pour lutter contre la cybercriminalité. Donc voilà, notre équipe de chercheurs et notre expertise sur le sujet fait qu'on travaille aussi beaucoup avec les forces de l'ordre. Et un autre type d'acteur, c'est tout ce qui est la standardisation. Parce que qui dit interopérabilité dit standardisation. David, tu peux peut-être nous en dire un mot ? Oui, c'est vrai qu'on est assez impliqué sur ce sujet-là. Vous connaissez certainement OASIS, qui est un organisme de normalisation.
Donc Sequoia est membre de Oasis et on anime une initiative qui s'appelle OXA, Open XDR Architecture. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et le but de cette initiative, c'est vraiment d'amener un cran plus loin l'interopérabilité entre des produits de sécurité. Voilà, exactement. Donc en tout cas, vous avez un panorama des principaux acteurs avec lesquels on travaille. Alors, quelle est l'approche de Sequoia? Donc je réponds à la question qui vient d'être posée. Est-ce que Sequoia n'est pas une société de prestation avant d'être un éditeur de logiciels? On fournit une plateforme SaaS, donc sur abonnement, mais on est bien un éditeur tech, de technologie, et qui va travailler avec des prestataires. On va vous en dire un peu plus après. Donc on est vraiment un éditeur de logiciels. Oui, La effectivement. situation aujourd'hui. Arnaud, ce que je te propose, c'est qu'on traite les questions à la fin. Comme ça, Ok. je te laisse dérouler tranquille, je vous laisse dérouler tranquille la présentation et on les reprendra toutes à la fin, si ça vous embête pas. Ça marche. Alors, quelle est la situation aujourd'hui pour les organisations en termes de cybersécurité? C'est qu'elles font face à une forte complexité. La menace cyber évolue. On a toujours des malwares, des codes malveillants de plus en plus évolués, avec des groupes très structurés. On a une augmentation forte du nombre d'attaques, mais en même temps, les organisations ont beaucoup plus de contraintes à gérer en termes de ressources. Tout ça coûte de l'argent, d'avoir des solutions de sécurité. Ils ont de nombreuses solutions à gérer. Donc, ça génère une certaine, ce qu'on appelle alerte fatigue en bon anglais, la fatigue des alertes des analystes en cybersécurité qui doivent traiter de très nombreuses alertes, de très nombreux incidents. Et ils font face à un vrai manque de solutions pour arriver à gérer ça avec des équipes réduites. C'est là qu'arrive Sequoia. Vous retrouvez les deux tireurs pour les fans des JO de Paris. Là, nous, on apporte de la simplicité. L'objectif de Sequoia, c'est d'apporter une plateforme avec une approche vraiment globale pour permettre aux organisations grandes comme petites de couvrir et de protéger tout leur périmètre de leur système d'information en intégrant du renseignement cyber d'une part, dont on va reparler, mais en améliorant la détection sur tout leur périmètre et en leur permettant de répondre automatiquement avec des équipes limitées, mais il est nécessaire de répondre rapidement en quelques secondes ou quelques minutes aux cyberattaques. Donc c'est ce que vient faire notre plateforme SOC. Alors, si on regarde sous le capot, comment ça marche? Donc on le disait, aujourd'hui, une entreprise doit faire appel à des dizaines d'outils de sécurité. Il faut protéger les ordinateurs, les serveurs, les smartphones. Il faut protéger toute l'infrastructure. On a des firewalls, des sondes réseau, des pare-feux, des VPN. Tout ça, ça doit être contrôlé et ça remonte des journaux qui indiquent des événements, des logs, comme on dit en anglais. Donc, nous, Sequoia vient s'interfacer avec tous ces logiciels, toutes ces solutions tierces qui nous remontent leurs journaux d'événements. Et nous, on va corréler ces différents événements, voir ce qui se passe vraiment sur l'ensemble du périmètre du système d'information, pas seulement au niveau d'un poste de travail comme un antivirus, par exemple, mais sur tout le système. On va corréler tout ça et avec différents moteurs et en intégrant des flux de renseignements cyber, on va permettre de détecter les cybermenaces et d'y répondre de manière automatique. Donc voilà, ça c'est les flèches qui remontent et après de la réponse automatisée, c'est les flèches qui descendent, qui nous permettent de renvoyer des commandes aux différents outils pour réagir aussi vite que possible. Cette plateforme, elle est opérée par l'équipe SOC qu'on évoquait à l'instant, qui peut être un SOC interne d'une organisation, une grosse boîte mature par exemple, mais aussi par un prestataire externe, ce qu'on appelle un MSSP, ça veut dire Managed Security Service Provider, donc une entreprise qui a externalisé la sécurité. Donc ceux-ci peuvent vraiment gérer notre plateforme pour défendre leurs clients finaux qui pourront être des PME. Voilà comment ça fonctionne sous le capot. Et c'est là qu'on va parler d'intégration, puisqu'il faut des intégrations avec tous ces outils tiers de sécurité qu'on a aujourd'hui. Alors, comment elle fonctionne, cette plateforme? On a différents moteurs qui nous permettent de détecter au plus tôt les cyberattaques et d'y répondre. Des moteurs techniques, mais aussi informationnels. Donc, le premier d'entre eux, c'est le renseignement cyber.
la Cyber Threat Intelligence, comme on dit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On a une équipe de chercheurs qui suit des groupes d'attaquants, que ce soit des groupes d'attaquants cybercriminels qui font du ransomware, des rançons logiciels, ou alors des groupes d'attaquants sponsorisés par des États, qui sont des cybermercenaires également, et ceux-là qui font plutôt de l'espionnage. De suivre ces groupes d'attaquants, de suivre quelles sont leurs tactiques, les outils qu'ils utilisent, comment ils bossent, permet in fine de mieux les détecter par la suite pour pouvoir réagir au plus tôt et suivre vraiment l'impact qu'il peut avoir sur un système d'information. Donc on a Arnaud, juste, tu précises effectivement que les capacités de renseignement cyber vont servir au produit, tu l'as mentionné juste avant. Est-ce que tu illustres aussi comment ça peut servir au reste de l'écosystème? Oui, absolument. Merci pour cette question. C'est un travail qui se fait beaucoup en commun, le renseignement cyber d'ailleurs. On a une équipe interne, mais ils échangent beaucoup avec d'autres équipes de chercheurs, parce qu'il faut être beaucoup pour suivre ces groupes qui sont très structurés. Donc ça va servir à nos clients, in fine, pour détecter au plus tôt les cybermenaces. Mais il va y avoir également beaucoup d'échanges avec, on le disait tout à l'heure, les forces de l'ordre, par exemple, pour mener des opérations conjointes contre la cybercriminalité. Vous avez peut-être vu dans l'actualité ces derniers mois ce qu'on appelle des takedowns, des opérations policières pour mettre fin à des forums cybercriminels ou à des opérations de rançon logicielle. Et donc, c'est ça que ça va permettre également, donc avec des collaborations publiques-privées, et donc qui, in fine, bénéficient à tous, pas seulement à nos clients. Un exemple récent, c'était celui qu'Alexandre évoquait tout à l'heure. Donc, notre équipe de chercheurs a travaillé sur un malware qui était connu de longue date, un code malveillant d'origine chinoise, qui avait été fait il y a déjà près d'une dizaine d'années par un groupe qui se nomme Mustang Panda, pour les aficionados, donc lié à un ministère chinois, et un code qui s'était répandu dans la nature. Donc nos chercheurs ont réussi à prendre le contrôle d'un serveur de Command and Control et ont pu trouver un moyen pour désinfecter les victimes. Mais ça n'a pu se faire qu'avec les autorités concernées dans chaque pays. Donc on a travaillé avec les autorités françaises, mais aussi américaines, qui ont communiqué au mois de janvier sur le succès de cette annonce. Donc voilà, vous avez des magnifiques articles dans Reuters, ZDNet ou Fox News. Ça nous faisait rigoler de nous voir dans Fox News. Outre le renseignement cyber, bien sûr, il y a d'autres moteurs techniques qui vont être utiles pour détecter au plus tôt les cybermenaces et y répondre. Évidemment, on ne pourrait pas vous faire un webinaire sans vous parler d'IA. Donc, sans surprise, l'IA, c'est un élément important de notre technologie, où notre plateforme va utiliser différents leviers, différentes technologies d'IA, d'une part pour simplifier la vie des analystes qui travaillent dans les équipes SOC et qui reçoivent beaucoup d'alertes. Donc, c'est pour leur permettre de mieux comprendre certaines cybermenaces, mieux comprendre comment agissent certains groupes d'attaquants, et après, d'y répondre automatiquement le plus vite possible. Donc voilà, sans s'attarder là-dessus, l'IA, bien sûr, est un élément important de notre travail. Je vous parlais tout à l'heure des prestataires de sécurité avec lesquels on travaille. C'est un élément très important pour Sequoia, pour vous expliquer un peu notre business model. Notre plateforme, on la vend d'une part à des grandes organisations matures, des boîtes type 440 qui ont des grosses équipes en cybersécurité, mais aussi à des PME via donc ces prestataires de services qui vont gérer des SOC externalisés. Et donc, c'est eux qui vont utiliser notre technologie pour protéger des dizaines de clients finaux, des PME ou des TPE. Donc, c'est ce qui nous permet de scaler en bon français et d'étendre nos opérations en France comme international auprès de nombreux acteurs. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles Sequoia a été nommé champion cette année par Systematic, c'est qu'on a un business model indirect assez innovant. Et donc voilà, l'expansion aujourd'hui de Sequoia, on est présent notamment en Europe, très présent en France, mais aussi dans d'autres pays. Et l'objectif, c'est vraiment d'étendre nos activités dans différentes plaques géographiques, parmi celles-ci le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord. Et vous avez en bas de ce slide quelques clients qu'on est très fiers d'avoir, y compris des institutions régaliennes comme l'OTAN ou le Conseil de l'Europe, mais aussi des gros groupes comme EDF, la SNCF ou le ministère des Armées.
Et un tout dernier slide sur Sequoia, mais parce que c'est des sujets importants de sécurité, de conformité, de souveraineté. Donc, on a une plateforme cloud. Nos données sont hébergées en France chez OVH, avec la possibilité d'avoir un hébergement qualifié Secnum Cloud pour les données les plus sensibles. Et on attache une importance capitale à la conformité. On est certifié depuis quelques semaines ISO 27001, qui est la norme de référence dans l'industrie cyber. Voilà un panorama très général de Sequoia, mais c'était important pour vous de nous expliquer. Et on va passer à la partie justement sur l'interopérabilité avec David. Merci beaucoup Arnaud. Je prends la main. Effectivement, on va parler d'interopérabilité. On a voulu profiter de ce webinaire systématique pour présenter à la fois la situation du moment et les enjeux du futur. Ça nous semblait intéressant de mettre en avant à travers cette illustration du champion systématique de ce qu'on peut faire nous chez Sequoia aujourd'hui. Donc on va parler de fonctionnalités, mais on va aussi parler des enjeux à travers justement c'est quoi les problématiques de l'industrie, de notre écosystème aujourd'hui et comment est-ce qu'on essaye d'avoir des solutions qui vont y répondre demain. Donc on va être un peu sur une zone de mélange entre le présent et le futur. Une thématique dont vous avez forcément entendu parler, c'est la notion de plateformisation. On peut dire que c'est presque un peu un gros mot, mais c'est un mot dont on entend parler depuis maintenant à peu près 3 ans et qui se dessine comme étant une capacité de consolidation du marché pour des industries particulières. Et la cybersécurité n'échappe pas à ça. Donc, il y a cet enjeu de plateformisation de la cybersécurité. Et qui dit plateformisation veut dire de très grands acteurs qui sont capables d'être des plateformisants. Et quand je dis très grands acteurs, ça veut dire avoir suffisamment de millions, voire de milliards de dollars pour pouvoir racheter un certain nombre de concurrents et faire en sorte d'offrir sur une seule et même plateforme tout un ensemble de capacités. Donc, en évoquant ces puissances financières, ça veut de facto dire que les quelques plateformisants qui vont exister sont les quelques très très gros noms qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire des acteurs à la Google, Microsoft, Cisco, Palo Alto. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, on va dire, pour des acteurs qui ne seraient pas américains. Et par contre, il y a une autre initiative, une autre démarche approche qui est intéressante sur le marché. Plutôt que de parler de plateformisation, c'est de parler justement de composabilité, où là, l'approche est différente. C'est plutôt de mettre tout le monde dans une seule et même plateforme qui va être hyper puissante. C'est de se dire qu'il va y avoir des morceaux qui existent, des capacités, des offres, des solutions qui sont très bonnes dans différents domaines. Et l'interopérabilité, la composabilité va permettre justement de les faire travailler ensemble. Donc, quand on lit justement les analystes de Gartner, c'est assez intéressant, parce qu'on a vraiment ces deux aspects, ces deux grandes tendances qui sont là, et non pas qui s'opposent, mais qui potentiellement peuvent amener à des orientations marché qui se complètent, à la fois la plateformisation qui va être vraiment le recentrage dans quelques grosses marques, et la notion de composabilité qui va être justement la notion de capacité à créer des workflows basés sur les solutions à ce qu'elles puissent interagir les unes avec les autres. Alors, d'un point de vue terminologie, quand justement je reste sur la lecture de Gartner, eux, ils ont trouvé un terme pour ça qui s'appelle CSMA. CSMA, c'est pour Cyber Security Mesh Architecture. Donc, c'est la capacité globalement d'un environnement à pouvoir interagir ensemble pour le bénéfice des utilisateurs. Par contre, alors je ne sais pas si vous voyez ça très bien sur l'écran, CSMA, est-ce que je peux utiliser une petite flèche? Je sais pas ça. CSMA, on est un peu au début du life cycle, c'est le petit triangle jaune que vous avez et qui est indiqué à une durée d'arrivée sur le marché à peu près 10 ans. Donc, c'est assez lointain, on va dire. Et pour autant, des solutions commencent aujourd'hui à émerger, à faire apparaître des pans capacitaires de ce domaine du CSMA. Et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment les enjeux de comment réussir à composer, à faire travailler ensemble l'écosystème cybersécurité pour le bénéfice d'un workflow qui va servir aux utilisateurs finaux. Quand on regarde aujourd'hui comment Gartner illustre ce CSMA, ça représente cette image-là. Donc ça, c'est un slide, c'est une image publique qui justement a été délivrée par Gartner, et on va voir différents grands blocs
qui sont les uns à côté des autres. Et ces grands blocs, pour faire simple, c'est un peu des choses essentielles pour que vraiment toutes les activités de cybersécurité puissent fonctionner correctement ensemble. On a l'enjeu de visibilité, de représentation. Donc ça va être vraiment la notion de dashboard qu'on a sur la gauche. Et bien sûr, le but, ça va être d'essayer d'unifier le plus possible ces dashboards. Ensuite, on a toute la zone de configuration, de politique, de posture. Donc, c'est comment je vais pouvoir définir mes règles, ma structuration d'ordre qui va aller vers mes produits. Ensuite, troisième colonne, j'ai la notion de connaissance. Donc ça, c'est la threat intelligence. Arnaud en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et la notion de capacité à faire appliquer des moteurs analytiques. Donc comment je vais détecter, faire apparaître des anomalies, des choses, on va dire, qui sont étranges, sur lesquelles il va être intéressant de passer du temps dans tout ce qui se passe dans mon écosystème cybersécurité. Et j'ai la quatrième colonne qui, on voit, est la plus massive et la plus complète, où là, on va lister tous les produits de sécurité. Donc là, il y a un vrai enjeu, c'est comment réussir à faire en sorte que tous ces produits-là vont réussir à interagir les uns avec les autres. Et bien sûr, tous ces produits, après, eux, ils mettent l'accent sur l'usage ou la mobilisation d'assets, qui sont vraiment les actifs de l'entreprise. Et derrière ces assets, je vais avoir les identités qui sont en général des personnes de mon entreprise, mais on peut aussi imaginer des identités qui sont plus conceptuelles, si on parle d'organisation ou autre. Et donc tout ça, ce sont des terminologies, ce sont des concepts qui sont utilisés dans des produits de sécurité. Et le but du CSMA, ça va être de réussir à mettre en articulation tous ces sujets-là. Donc, David, l'objectif, c'est de faire travailler ensemble toutes les solutions et toutes les boîtes qui sont dans cette colonne produits. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est une parfaite articulation avec ce slide-là, puisqu'on se doute bien que ça va être hyper complexe parce qu'on a des solutions qui font toutes des choses distinctes et nécessaires, on va dire, dans des usages de cybersécurité. Et par défaut, on va dire, toutes ne savent pas comprendre leurs voisins. Et aujourd'hui, c'est un peu l'enjeu justement du marché, c'est comment faire réussir à rationaliser mieux mon environnement, ma stack technologique en cybersécurité, et derrière ça, bien sûr, aussi optimiser mes budgets. Donc, on voit bien l'enjeu soit de la plateformisation permettant de mettre ensemble les différents composants, soit de la composabilité consistant à gagner en efficacité entre différents blocs qui vont réussir à travailler ensemble. Alors, ça semble assez complexe. Effectivement, ça peut faire très peur. Mais tel que je le disais, on voit bien également que c'est une nécessité sur le marché et dans tous les cas, c'est une attente du marché. 2024, ça a commencé, 2025, ça va être très net. Et donc, toute l'industrie va être, dans tous les cas, ne va pas avoir trop d'autres choix que d'avancer dans cette direction-là, puisque c'est vraiment ce que les clients vont demander. Alors, si on essaye d'aller un petit peu plus en détail et de casser ça par petits bouts et de regarder étape par étape comment est-ce qu'on peut voir les choses, on va prendre cette grande big picture là proposée par Gartner en disant voilà, il y a toutes ces colonnes là qui regroupent différentes choses et à l'intérieur on va avoir différentes capacités qui sont déjà offertes par différentes solutions. Donc si vous êtes un éditeur X ou Y, vous allez déjà tomber, on va dire, dans une de ces cases qui vont être checkées par vous. Donc nous, typiquement, quand on fait le rapprochement entre ce que propose cet enjeu du CSMA et ce que fait une plateforme comme Sequoia aujourd'hui, on est déjà présent sur un certain nombre de morceaux de cette carte, sur toute la partie représentation et dashboard unifié, sur toute la capacité à configurer en centrale, la threat intelligence, Arnaud en a parlé tout à l'heure, la capacité à avoir des moteurs analytiques de détection et des enjeux autour du SIEM et du XDR, ça c'est notre produit cœur par défaut. Par contre, on voit bien en même temps que même si on traite cette partie-là, il y a tout un pan, on va dire, de l'écosystème cybersécurité qu'on ne sait pas faire et qu'on ne peut pas faire, parce qu'encore une fois, on va dire, il faut aussi choisir ses combats et on ne peut pas se mettre partout, sinon ce serait une dépense d'énergie et d'efficacité qui n'est pas compatible avec ce que peut faire une start-up ou scale-up ou même une entreprise à l'échelle européenne. Donc, il y a tous les autres acteurs qui sont autour et le but, ça va être justement de créer du lien et créer de la capacité à interagir avec ces solutions-là. Alors, on a des approches historiques, et c'est ce qu'on fait jusqu'à présent, consistant à aller s'interfacer avec toutes ces technologies-là par le biais d'intégration unitaire. Donc, par exemple, on voit sur cette image-là, les premières briques produits, c'est SIEM, XDR, ensuite WAP, ZTNA,
SWG, etc. Donc, ce sont que des acronymes par rapport à des catégories marché. On voit typiquement qu'il y a marqué EDR un peu plus bas, EPP, EDR. Sequoia va s'interfacer aujourd'hui avec une vingtaine d'EDR du marché. Et à chaque fois, ça a été des intégrations unitaires que les équipes de Sequoia ont dû faire. Et c'est ce que tout acteur éditeur doit faire aujourd'hui, faire des intégrations unitaires. On se rend bien compte, on va dire, sur un environnement dans lequel il y a N technologies, si chacun doit s'interfacer avec N autres technologies, on se retrouve à une problématique de N carré intégration. C'est extrêmement fastidieux, très long et pas efficace pour l'écosystème. Donc, il y a certainement moyen de faire des choses plus intelligentes sur ce domaine-là. Et c'est un peu l'une des initiatives qu'on porte. J'en ai parlé tout à l'heure à travers des sujets comme OpenXDR architecture, ou des outils dont on va présenter par la suite. C'est comment essayer de faire mieux et d'avoir des choses qui permettent d'avoir comme des couches d'abstraction au-dessus de cette logique de CSMA, permettant d'avoir un framework qui justement pose des approches, des standards, des manières de faire, et au-dessus, des couches d'outillage qui permettent de mettre ça en réel et en musique pour faire en sorte globalement d'aller plus vite. Donc, si on regarde justement ce que peut être un framework, nous, chez Sequoia, on travaille sur une chose qui s'appelle OpenXDR Architecture, donc qui est une initiative et un projet porté par l'organisme de normalisation Oasis et plus particulièrement la sous-structure d'Oasis qui est dédiée au projet open source, qui s'appelle Open Cyber Alliance. Donc, au sein de Open Cyber Alliance, on a ouvert un projet qui s'appelle OXA, OpenXDR Architecture, et le but d'OXA, c'est vraiment de proposer à la terre entière, à tous les éditeurs notamment, parce que c'est quand même un environnement qui a beaucoup de sens pour les éditeurs, une manière de faire et une manière d'utiliser des plateformes centrales et d'interagir entre différents composants de sécurité permettant d'aller plus vite. On va illustrer ça avec cinq domaines différents. Le premier, c'est la notion de gestion des événements de sécurité. Aujourd'hui, tout produit de sécurité va être un générateur de logs, d'événements, de flux de données qui vont pouvoir être utilisés par d'autres. Donc ça, aujourd'hui, jusqu'à présent, quand vous aviez un produit qui générait de la donnée, il fallait historiquement comprendre ce qu'étaient ces données-là, ces logs-là, savoir les interpréter, les consommer, donc c'est particulièrement vrai pour un SIEM, pour en tirer un bénéfice, et savoir les analyser dans un moteur de détection. Chaque éditeur qui parle peut être générateur de son format de données. C'était une réalité jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et de plus en plus, on commence à avoir des formats qui sont standardisants et qui vont permettre de faire en sorte que tout le monde puisse parler le même langage. Donc ça, c'est un vrai avantage pour l'écosystème, puisque ça permet, au lieu d'inventer son propre format, d'essayer de se mettre en ligne avec des choses qui existent déjà, comme OCSF, ça veut dire Open Cyber Security Framework. Et OCSF va permettre justement de définir des formats de structuration de données. On voit sur cet exemple-là ce que nous, on appelle un connecteur OCSF. Donc là, on a un screenshot dans Sequoia qui est capable de comprendre OCSF, sous-entendant que n'importe quelle technologie qui génère de la donnée OCSF va tout de suite pouvoir être comprise par Sequoia. Il n'y a pas que Sequoia qui fait ça, il y a aussi d'autres plateformes qui ingèrent de la donnée, qui sont compatibles avec OCSF, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est une tendance qui est assez intéressante sur le marché, c'est comment essayer de faire mieux et d'aller plus vite dans la consommation de données entrantes pour finalement développer des intégrations plus rapidement. Du coup, je vous invite, si vous êtes éditeur de solutions, et que vous vous posez la question de votre nouvelle capacité de génération de logs, à réfléchir à basculer au format OCSF, parce que dans tous les cas, ça va être une tendance du marché pour pouvoir faire les choses plus efficacement à l'échelle de tout l'écosystème. Le deuxième, on a parlé de la génération des événements, c'est maintenant comment faire en sorte de pouvoir actionner les produits de sécurité. Là encore, quand on a dans l'illustration qu'on voyait tout à l'heure justement du mesh architecture, on avait plein de gammes de produits de sécurité. La question, c'est comment les valoriser au mieux, comment les faire travailler ensemble le plus efficacement. Soit, là encore, chaque produit de sécurité est capable de parler un langage unifié. C'est un peu utopique, ça n'existe pas trop. Pour ça, il y a une norme qui existe depuis un certain temps qui s'appelle OpenC2, mais qui est très peu adoptée
par le marché, soit on peut imaginer un outil, on en parlera par la suite, qui va permettre de comprendre comment marchent toutes les technologies pour essayer de faire mieux, pour essayer finalement d'avoir une logique qu'à partir d'un langage unifiant, on va être capable de décliner, de transformer ce langage unifiant vers quelque chose qui va s'adapter à chacun. Sur cette illustration-là, on voit la réalité de ce que nous, on fait aujourd'hui en ce moment chez Sequoia. Donc là, on a un workflow, par exemple, qui est là, comme vous le voyez sur le titre, pour isoler un EDR, pour isoler une machine dotée d'un EDR, puisque typiquement, on peut dire que le scénario d'entrée, c'est qu'il y a eu un code malveillant détecté sur cette machine. Donc, on a une alerte qui est détectée, qui est levée, qui est analysée. On va vérifier à l'intérieur que dans cette alerte, ça concerne une machine qui est protégée par un agent EDR. Et on voit un peu plus bas qu'on va activer la capacité soit à basculer sur un agent SentinelOne, soit à basculer sur un agent Arfanglab. Donc, on voit à ce niveau-là que le workflow permet d'engager 2 types d'EDR. C'est intéressant, mais comment faire en sorte que ce workflow soit générique et agnostique par rapport à tous les EDR du marché? On a mentionné tout à l'heure que potentiellement, Sequoia en a intégré une vingtaine. Donc, il faudrait pouvoir faire ce workflow-là, translaté sur 20 types de produits différents. Il n'y a pas 36 façons de faire. Soit on a 20 produits qui savent comprendre la même commande en un seul format, soit il va falloir faire 20 intégrations différentes et faire en sorte d'avoir 20 cases dans ce workflow. C'est le but justement d'un des outils dont on va parler tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir comprendre automatiquement les technologies de tous les partenaires et de faire en sorte de les faire tomber dans une seule et même catégorie qui sera un ordre unitaire consistant à dire en tant que EDR, bloque la machine ou le processus ou isole l'adresse IP pour cette machine qui a été affectée. Le troisième chose, on va dire, de ce framework, c'est la notion de faire bénéficier toutes les capacités Threat Intel d'un composant central. On l'a vu tout à l'heure dans le mesh architecture, il y a cette notion de Threat Intel. Sous-entendant, une entreprise dispose en général d'une capacité Threat Intel, mais assez souvent, cette capacité Threat Intel est sous-exploitée. Et quand je dis c'est sous-exploitée, c'est qu'elle est souvent entre les mains d'une équipe CERT en centrale, voire d'une équipe SOC, et assez souvent, ça va être utilisé par les quelques personnes qui vont avoir l'accès à cette souscription Threat Intel, et souvent, ça reste assez enfermé dans cette tour d'ivoire. Alors que pour autant, il y aurait moyen de faire des choses beaucoup plus intéressantes en termes d'exploitation de Threat Intel, de faire en sorte que tous les produits de l'écosystème du client puissent finalement bénéficier de cette Threat Intel. Et pour ça, le but, c'est de faire des choses qui vont permettre justement de créer des feeds bien particuliers, des feeds qui vont être thématisés par rapport à des catégories d'objets spécifiques. Je vais illustrer ça de façon très simple. Si je suis, par exemple, disons un profil technologique comme un EDR, on l'a évoqué juste avant, je vais avoir plutôt des capacités système sur une machine. Si je suis un profil technologique comme un firewall, je vais avoir plutôt une capacité réseau sur un environnement. Et bien, typiquement, je vais pouvoir à ce moment-là définir 2 feeds ou 2 filtres de threat intel bien particuliers, consistant à dire, d'une part, je vais filtrer sur des objets qui vont être des objets spécifiques sur mon système d'information, sur mon système, un environnement système de machine, et de l'autre côté, des objets de type réseau. Et du coup, je vais permettre comme ça à mes 2 types de consommateurs de profils technologiques différents de consommer ce qui leur est propre et de se nourrir eux-mêmes de ma threat intel qui est déjà dans tous les cas souscrite par mon entreprise. Et finalement, je viens augmenter la capacité de mes différents produits de sécurité juste en consommant une threat intel qui existe. Donc, je fais en sorte vraiment de pousser au mieux de la donnée qui a déjà été achetée par mon entreprise. Autre chose intéressante dans ce framework, c'est comment essayer de maximiser les bonnes pratiques. Donc là, on va parler de notion de playbook ou de partage de connaissances. C'est des choses qui sont faites depuis un certain temps, mais qui, là, pareil, sont souvent enfermées à l'échelle de communautés bien distinctes. Aujourd'hui, si vous allez voir des CERT, des ISAC, ça va être des structures qui sont justement dédiées au partage, à la collaboration au sein de secteurs sectoriels. C'est le cas pour des ISAC. En général, à l'échelle d'une géographie comme la France, on va avoir des groupes de CERT, par exemple comme l'Intercert pour la structure France, et qui vont partager ensemble un certain nombre de choses, un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de bonnes pratiques. Mais ces bonnes pratiques, souvent, ne sont pas structurées suffisamment bien pour être partageables à l'échelle de tout l'écosystème. Là encore, le but, c'est comment faire au mieux
des choses qui vont pouvoir être distribuées via ce framework Oxa à tout l'écosystème pour permettre d'illustrer comment moi, par exemple, je ne sais pas, grande banque française, je pense que je fais des choses intéressantes d'un point de vue approche ou méthode de traitement de cette typologie d'incident. Eh bien, je vais le mettre sur la place publique et tout le monde pourra utiliser cette capacité-là. Donc là, typiquement, l'illustration qu'on voit, ici, c'est une bonne pratique sur la rémédiation système qui est proposée par notre équipe de recherche qui s'appelle TDR. Mais c'est juste une illustration qui est faite par Sequoia. Ça peut être n'importe qui amène cette bonne pratique-là. Et enfin, un point hyper important si on parle de composabilité, c'est la notion d'API. Puisqu'aujourd'hui, on va dire 2025, on ne peut pas imaginer que des technologies qui s'interfacent les unes aux autres le fassent autrement que par l'exploitation d'une API unifiée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'amener sur le marché une API qui va être standardisante ou au moins qui va pouvoir être applicable à l'échelle des différents produits de sécurité pour faire en sorte que si je sollicite un endpoint particulier, eh bien, je vais pouvoir, au sein d'un environnement dans lequel mon produit va être distribué, pouvoir m'assurer que d'autres éléments autour, d'autres briques finalement ad hoc vont pouvoir y répondre facilement. Donc là, sur cette illustration-là, on voit justement un endpoint Sequoia qui est là pour pouvoir collecter ou bénéficier d'une télémétrie qui a été observée en centrale et pour faire en sorte que le produit qui le consommerait va pouvoir en tirer un bénéfice. Donc là, illustration, c'est mon produit, disons que je suis un firewall, je vois quelque chose, on va dire, qui m'interpelle par rapport à mon propre moteur de firewall, bien je viens solliciter un point central pour dire dis-moi en plus sur cette télémétrie, qu'est-ce que tu peux m'apporter comme connaissance supplémentaire. Donc c'est vraiment une API qui est dédiée à la mise en relation entre différents équipements de sécurité. Ça existe déjà chez Sequoia et on va l'amener justement sur la place publique comme étant une contribution open source pour faire en sorte que justement tout type de produit puisse utiliser des endpoints spécifiques pour interagir les uns avec les autres. Et quand on parle justement au-dessus du framework de la notion d'outillage, il y a une forme de réalité qui s'installe à nous, c'est que bien sûr les standards, ça a du poids, mais aujourd'hui la réalité des environnements propriétaires, c'est largement plus plébiscité, notamment par les éditeurs de solutions. Donc, partant de ce constat-là, même si on aime bien essayer de privilégier la notion de standard par défaut, on a créé une solution, créé un outil open source qui, pareil, va être distribué sur le lien que vous voyez en dessous prochainement, qui s'appelle Meshroom. Donc, Meshroom, on voit bien qu'on est à la fois sur la similarité de nom par rapport à la création de mailles entre produits et la notion d'espace un petit peu permettant de jouer avec ou de tester l'interaction entre les différents produits. Meshroom est là pour faire en sorte que tout type de produit puisse se déclarer par rapport à ses capacités technologiques, sous-entendant, je suis un produit de cybersécurité, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes capacités? Et ces capacités, je vais pouvoir les mettre sur la place publique, les mettre dans un repository accessible à tous, permettant de faire en sorte de me déclarer, moi, en tant que tel, en étant capable de faire un certain nombre de choses. Et lorsque je serai déclaré, ça va permettre ensuite aux autres produits de m'actionner. Et donc là, on voit bien qu'avec cette approche-là, ça permet d'aller chercher plus de composabilité. Cet outil-là, il va avoir du sens pour les vendeurs, encore une fois, pour pouvoir déclarer leur capacité à faire différentes choses d'un point de vue cybersécurité, aux intégrateurs, puisque ça va leur faire gagner énormément de temps pour justement ne pas avoir à intégrer toutes les solutions du marché qui sont autour d'eux. Je rappelle, une solution comme Sequoia, c'est 300 intégrations qui aujourd'hui ont été faites. Nous, on a déjà fait ça et c'est très bien, et mieux pour nous, mais on en a certainement encore, je pense, 300 devant nous pour pouvoir faire une exhaustivité du marché. Et je pense surtout à travers ça aux startups qui, lorsqu'elles démarrent, ont zéro intégration. Et si elles se veulent pertinentes sur le marché, elles vont devoir en faire un certain nombre. Donc, cette approche-là permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, j'essaie de balayer un petit peu le tableau. Et je vais un peu vite, histoire de laisser un peu de temps pour la conclusion et les questions. Arnaud, tu veux le reprendre peut-être? Merci David pour cet aperçu, ce bon aperçu. Oui, alors quelques mots de conclusion. On n'est pas là pour vous vendre un logiciel, mais juste pour vous dire que voilà, cette approche, ça marche. Sequoia a reconnu un certain nombre de fois, autant par les autorités françaises dans le cadre de programmes comme France 2030, mais aussi à l'étranger. Et voilà, David en a beaucoup parlé. Gartner, ce qui est souvent cabinet d'analyse qui est souvent très suivi par les
par les acheteurs, les responsables cybersécurité des entreprises ou les directeurs informatiques. On obtient une très bonne note. Voilà, un exemple, c'est d'un prestataire de service qui nous dit qu'en utilisant Sequoia, il a eu un meilleur taux de détection en 3 semaines par rapport aux 3 années passées avec sa présente solution. Donc, en conclusion, ça fonctionne d'un point de vue technique. Et on a un call to action, un appel pour vous, David. Oui. Bah moi, j'ai essayé de mettre l'accent sur le côté illustration de l'interopérabilité dans notre produit. Donc, vous avez vu des screenshots qui montrent ce qu'on fait déjà. Et je vous ai parlé de composants ou de dynamiques open source sur lesquels on est vraiment en train de mettre l'effort et ça va se voir beaucoup en 2025. Mais cette approche écosystémique, cette approche open source, nous, on la propose en tant qu'animateur, mais elle va dépendre finalement de la volonté de l'écosystème de s'en emparer. Donc, je profite de ce webinaire systématique pour vous inviter, voilà, si vous voulez jouer votre carte, faire en sorte que votre produit, si vous êtes éditeur de produits, ou vos capacités deviennent mieux intégrables au reste du marché, de vous emparer de cette initiative lorsqu'elle devient publique. Ça va être une histoire de semaines, au pire 2 mois, pour jouer un rôle dans ces approches OXA avec des solutions comme Meshroom dont on a parlé. Le but pour vous, ce sera de pouvoir faire en sorte que vos solutions soient interfaçables le plus rapidement avec le reste de l'écosystème. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation. On va rentrer dans la zone de questions-réponses. Alors... Oui. Effectivement, écoutez, merci en tout cas, là, vraiment présentation très intéressante. Et pour faire un petit parallèle, je voudrais sur la dimension CSMA, c'est vrai que c'est assez beau là ce que vous proposez de pouvoir embarquer tout un écosystème. Et ça me rappelle, puisque vous êtes originaire de Rennes, ça me rappelle nouvelle scène musicale de Rennes qui avait justement aussi dans les années 80 embarqué tout un écosystème musical pour le porter au plus haut de la musique et du rock'n'roll, entre autres, quoi. Donc, félicitations pour cette continuité dans l'esprit de l'écosystème à moi. Parallèle intéressant. Voilà, donc on va reprendre les questions. Je vais vous les poser, puis libre à vous de répondre. Hein. Donc, Sequoia n'était pas une société de prestation avant d'être un éditeur de logiciels? C'est la première question. Alors, je vais répondre à ça avec un angle cofondateur très, très ancien dans l'entreprise. Historiquement, le Sequoia est une société de service qui naît en 2008. En 2016, on incube une capacité à faire du produit, donc qui deviendra plus tard finalement les prémices de ce que sera Sequoia.io. Et Sequoia.io sort en tant que solution sur le marché en 2020. Et à ce moment-là, on est toujours incubé dans l'entreprise qui fait du service. Et on sépare les deux structures en 2022 pour vraiment avoir une pleine autonomie dans les actifs, justement, à porter un produit spécifique. C'est pour ça qu'Arnaud a dit tout à l'heure que la société est née en 2022, mais on a un historique qui est beaucoup plus ancien, donc du coup avec de l'expertise, de l'ADN d'un point de vue Threat Intel qui naît bien avant finalement cette année 2022 et qui a permis aussi dès le départ, avoir de la connaissance d'un point de vue Threat Intel, avoir des certitudes sur la manière dont on avait vu le marché se structurer, les besoins, les problématiques des équipes SOC, des équipes CERT. Du coup, on était assez bien orienté sur la manière justement de construire une solution qui avait du sens pour les opérations. C'est très bien et félicitations parce que c'est un modèle très vertueux. Juste pour rappeler, on a un champion il y a 2 ans, donc c'est la société Accelor, qui est sur le même modèle en fait, est parti d'une société de service, a identifié une problématique et a fait éclore un éditeur qui, comme vous, a un succès international. Alors, deuxième question. Donc, avec qui vous interfacez déjà? Vous en avez parlé un petit peu, mais je peux le rappeler peut-être. Je peux répondre si tu veux, David, sur celle-là. Donc, on l'a dit, on s'interface aujourd'hui avec environ 230 solutions, je crois, 230 outils tiers. C'était un des premiers slides qu'on vous a montré et ça se développe beaucoup, même si, comme David l'a dit, il faut trouver un moyen de simplifier tout ça avec un système commun. Et je vous mets dans le chat le lien vers notre site web où vous avez tout le catalogue d'intégration. Si vous voulez voir si les outils que vous-même vous utilisez sont déjà dans cette liste.
Très bien, merci Arnaud. Alors, question suivante. Vos clients donc sont plutôt des offreurs de services ou des grands comptes? Allez, je prends. On va faire de l'alternance. C'est vraiment, on a les deux. On a les deux puisque nous on propose une solution, une plateforme pour faire du SOC. Donc en fait, d'un point de vue usage, qui fait du SOC? Soit les grands comptes qui ont leurs propres capacités en interne, leurs propres équipes, leur propre savoir-faire, soit des structures, ça peut aussi être des grands comptes, mais souvent ça va être des structures de taille plus intermédiaire et qui délèguent cette capacité de supervision de leur environnement à des acteurs qui sont, à ce moment-là, Arnaud l'a mentionné, des MSSP, et qui finalement portent les capacités de SOC pour ces entreprises-là. Et donc, du coup, on adresse à travers la stack technologique ces deux types de populations, tant les grands comptes que les acteurs MSSP. Très clair. Ensuite, question suivante. Aujourd'hui, qui sont les acteurs parmi vos concurrents qui jouent la carte de cette interopérabilité? Je vais prendre cette question parce qu'elle est pas facile. Aujourd'hui, l'enjeu de l'interopérabilité, il est pas déjà il est assez nouveau. C'est vraiment jusqu'à présent la capacité à s'interfacer avec le reste de l'écosystème, ce que j'ai mentionné, ça s'est fait par des intégrations uniques. C'est ce que tout le monde fait. Donc c'est une forme de réalité, mais c'est une réalité qui est pas satisfaisante parce que ça mobilise énormément de moyens, notamment énormément de moyens d'équipes d'intégration, mais pour tout le monde, hein, pas que pour nous. C'est pas efficace. Donc il faut faire mieux. Et encore une fois, il y a deux approches différentes. Soit la plateformisation. À ce moment-là, les concurrents, ça va être des très gros, et on l'a mentionné, hein, c'est du Microsoft, c'est du Google, c'est du Cisco. Donc aujourd'hui, nous, on joue dans cette zone-là. Ce sont nos concurrents. Si vous allez voir, justement, Arnaud a mentionné une petite image de comparaison Gartner tout à l'heure. Si vous allez voir cette page-là de Gartner, vous verrez que les concurrents de Sequoia sont des acteurs de cette dimension-là. Ces acteurs, on va dire, ne sont pas trop des acteurs de l'interopérabilité, ils sont des acteurs, on va dire, qui favorisent justement le fait que tout vienne à eux. C'est une forme de réalité marché, mais c'est celle qu'on va dire qui correspond à notre ADN à nous. Nous, on est vraiment plus sur une dynamique justement où on fait des choses, on a un scope technologique, et autour de ce scope technologique, on essaye d'avoir quelque chose qui permette à ce que le reste, on soit interfaçable avec ce reste. Donc, soit c'est à nous ou à ces solutions-là de développer toutes les mailles sortantes, soit en faire en sorte justement d'avoir quelque chose qui permet d'avoir cette bifonctionnalité, faire en sorte que les acteurs puissent se brancher plus rapidement à tous leurs voisins. Et c'est ça le but, je pense, en termes d'efficacité du marché. Et donc, du coup, il y a quelques acteurs qui aujourd'hui sont dans cette dynamique. On a mentionné au CSF, par exemple, on va avoir Sequoia et Hunters sont les deux seules plateformes aujourd'hui à permettre de gérer naturellement du format OCSF. Voilà, donc il y a quand même assez peu de monde qui joue vraiment bien la carte de l'interopérabilité. Merci David. Bon, question suivante. Vous décomplexifiez le stack de sécurité pour augmenter l'efficacité. D'accord, c'est bien ça. Je peux prendre celle-là si tu veux, David. Oui, je pense que c'est ce qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure. On essaie de Ouais. décomplexifier le stack, donc toutes les technos qu'une entreprise doit embarquer avec une plateforme ouverte. Donc ça simplifie la vie de l'organisation, du gestionnaire de budget qui doit rentabiliser tous les investissements qu'il a déjà fait pour sa boîte, mais aussi pour l'analyste qui travaille dans un SOC et qui va pouvoir avoir une meilleure vue des alertes et des cybermenaces auxquelles il fait face. Et finalement, et c'est le pari de Sequoia, c'est que ça permet également d'améliorer la détection et la réponse. Donc c'est vraiment le pari qu'on fait. Merci Arnaud. Alors, question suivante. Beaucoup de produits ou services sont inclus dans un bon SaaS. C'est plutôt pas le terme exact. SASE. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Donc là, beaucoup de produits sont inclus dans un SASI. Le SASI, effectivement, va apporter des choses par rapport à l'aspect, je dirais, uniformisation ou sécurisation de tout ce qui est connectivité de l'entreprise, surtout du périmètre de l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, on a des acteurs SASI qui, pour nous, jusqu'à présent, sont des intégrations. Donc, on va se brancher à des acteurs SASI. Ça permet justement encore une fois, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la macro-cartographie du système d'information, de faire en sorte que le SASI soit un élément
parmi d'autres, il n'y a pas que ça comme environnement technologique, participant à un workflow de cybersécurité. Par exemple, dans les aspects SASI, sauf si vous avez vraiment des environnements unifiés, les activités de type EDR vont être distinctes du SASI. Donc, ça va être d'autres types d'agents. Potentiellement, ça peut être le même offreur. D'un point de vue séparation, ça va être des aspects différents. Et vous allez devoir intégrer les deux types de remontée d'informations, tant du SASI que de l'EDR. Nous, on va jouer cette carte-là. On est à l'échelle de l'agrégation de données multisources, permettant de faire en sorte de voir vraiment tout ce qui se passe sur le système d'information. Je ne dis pas que le SASI est efficace, je dis juste qu'il n'y a pas que lui et qu'il va falloir en mettre d'autres. Très bien, merci David. Alors, question suivante. Comment garantir la sécurité du code des briques externes et open source qui peuvent être intégrées à l'API? Comment garantir la sécurité du code des briques externes open source qui peuvent être intégrées à l'API? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Nous, en fait, alors je pense que ça fait référence au slide que j'ai présenté dans lequel on va mettre à disposition une spec d'API. Donc, la spec d'API, elle va permettre… Je pense que c'est ça, oui. Effectivement, Vous avez parlé de la spec d'API. C'est peut-être sur cette approche de sécurité de cette spec que la question a été posée. Alors, somme toute, à l'échelle de la spécification, il n'y a pas trop d'enjeux d'un point de vue code parce que la spec, elle dit, bah voilà, pour aller là, pour faire ça, il faut aller là. Donc, le fait de dire il faut aller là, il n'y a pas de code dedans. Par contre, après, c'est la manière dont chacun va instancier le code s'il se met en conformité avec cette spec d'API. Et ça va être de la capacité individuelle de chaque éditeur, finalement, de faire son développement. Donc, j'ai pas forcément de réponse à apporter à ça. Je peux juste dire qu'il y a des bonnes pratiques qui existent sur le marché. Il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui intégrables à des circuits de CI/CD. Il y a des solutions, notamment des nouvelles qui arrivent basées sur l'IA qui permettent de faire de la revue de code et qui marchent assez bien. Mais j'ai pas spécialement de réponse dédiée Sequoia. Non, pas de souci. Alors, question suivante. Cette initiative, donc votre initiative, est-elle soutenue par le gouvernement, par France 2030? Et si oui, de quelle manière? Comment êtes-vous soutenu sur cette initiative? Arnaud, tu veux prendre? Oui, je veux prendre l'initiative d'Open XDR, d'architecture Open XDR, donc vraiment l'ouverture de ce type de plateforme, a été soutenue dans le cadre de France 2030, enfin, a fait l'objet de plusieurs concours d'innovation qu'on a remportés dans le passé, mais c'est vraiment dans le cadre de France 2030 un projet qui s'appelle OXA, piloté par David chez nous, avec d'autres acteurs français. Je pense que de mémoire, il était 5-6, dont Thales, dont Glimpse, et j'en oublie sans doute d'autres. Donc c'est un projet qui arrive bientôt à son terme, qui a permis de faire naître un certain nombre de choses. Et maintenant, ça va se poursuivre dans d'autres enceintes comme Oasis, qui est une instance internationale et que David a mentionné au début. Donc oui, soutien constant du gouvernement qui, je pense, voit tout l'intérêt de l'approche. Et c'est sans doute aussi l'ADN des entreprises françaises de cybersécurité de miser sur cette interopérabilité qui sera bénéfique à tous en France, en Europe et dans le monde. Alors, je vais juste préciser pour froisser personne. OXA a été un projet subventionné par la France en 2 temps, associé aux initiatives Grand Défi. Le Grand Défi phase 1, Sequoia a prouvé, on va dire, qu'on était capable de gagner en autonomie pour les activités SOC. Il y avait un certain nombre d'autres entreprises start-up françaises qui avaient aussi gagné, on va dire, cette notion de lauréat phase 1. Et ensuite, ça nous a permis de faire une phase 2, qui était un projet collaboratif OXA entre Sequoia, Arfang Lab et Glimpse. Donc, ce sont vraiment ces 3 structures-là qui ont travaillé ensemble, on va dire, pour créer cette capacité à montrer comment tout l'écosystème savait faire en sorte de mieux s'interopérer, justement pour créer des workflows hyper efficaces à l'échelle du bénéfice je dirais, de la cybersécurité. Et ce qu'Arnaud mentionnait, c'est qu'on a également un certain nombre d'autres projets subventionnés qui embarquent les acteurs qu'il a listés et sur lesquels on fait d'autres choses, notamment sur des angles de Threat Intel, de collaboration Threat Intel. Mais voilà, c'est pas dans le scope de ça. Merci David. Alors, question suivante. Il y a quelqu'un qui est intéressé pour vous rencontrer. Niveau actualité, est-ce que vous serez au FIC dans 2 semaines? Évidemment qu'on sera au FIC. Le FIC. Ouais, c'est pour mémoire le gros événement, un des gros événements cyber en France, qui a lieu du 1er au 3 avril, je crois, à Lille. Et donc, évidemment, toute l'équipe Sequoia sera présente, y compris David et moi. Et vous pourrez assister à une présentation Sequoia sur
l'opération de la campagne de désinfection du fameux malware chinois Plugix qu'on a D'accord. réalisé ces derniers mois. Donc, on sera ravis de tous vous y rencontrer là-bas. Très bien. Clairement. Alors, d'un petit peu dans la même veine, voilà la question. Avec qui pourrait-on vous mettre en relation côté entreprise, client, développement, recherche sur le territoire de Grenoble-Alpes pour accélérer votre développement et votre croissance? Là, c'est vraisemblablement un organisme de la région grenobloise, dont vous aurez les coordonnées dans la foulée. Est-ce que vous avez des cibles? Peut-être vous pourrez répondre directement à la personne concernée, mais Peut-être un début de réponse. Nous, le type d'acteurs qu'une entreprise comme Sequoia vise, c'est donc les équipes SOC, qu'elles soient dans une entreprise ou via un prestataire de service. Donc, c'est nos personnes cibles, vraiment les SOC managers ou les RSSI. Donc, RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est vraiment le responsable cyber d'une boîte ou d'une mairie, d'une communauté. Donc, tout type d'acteurs qui cherchent à créer un SOC ou à renforcer ces opérations cyber nous intéresse beaucoup. De même que, David l'a dit, les startups, les éditeurs qui vont vouloir se lancer sur le marché de la cyber ou construire d'intégration. Il y en a sans doute beaucoup dans la région de Grenoble-Alpes. Donc, on est toujours très intéressé par tous ces types de contacts. Et pour finir, nos chercheurs en cybersécurité, ceux qui suivent les groupes d'attaquants, sont déjà, je pense, avec l'université Grenoble-Alpes, qui a un bon département cyber. Donc, c'est un beau territoire cyber aussi, ce pôle. très bien, plein d'opportunités sur la région grenobloise. Alors, question suivante. Est-ce que Sequoia propose une solution de surveillance en temps réel des bus de communication embarqués, CAN classique, CAN FD, automotive, Ethernet? Cela afin de détecter et prévenir les attaques telles que l'injection TRAN malveillante ou la falsification de données dans des véhicules connectés. Alors, c'est une question hyper intéressante et c'est pas, nous, on ne fait pas ça. Ce n'est pas notre scope de positionnement produit. Par contre, on a des partenaires qui sont dédiés justement à ce qui est activité OT, qui vont avoir des capteurs, des sensors propres à certains environnements industriels ou même IoT. Je pense notamment, on est en train de travailler en ce moment à l'intégration de Sec IoT, qui est voilà, un des acteurs, on va dire, qui bosse sur ces capacités-là. Et partant de là, le step d'après qui est intéressant, avec ce partenaire-là, on va pouvoir justement créer des règles de détection comportementale propres, on va dire, aux typologies de données que lui voit apparaître dans ce sur quoi il est censé travailler. C'est vraiment un type de données particulières sur un type de bus particulier. Il va y avoir une baseline d'activité et lui va pouvoir dire, lorsque ça sort de cette baseline-là, on va dire ça va générer des alertes. Mais autre angle qui nous intéresse également, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est forcément couvert par le marché, c'est de développer des relations avec des acteurs de type MDR, donc des offreurs de services qui vont être des spécialistes finalement des capacités de réponse, non pas sur le générique du système d'information, sur l'IT, mais justement sur les activités OT. Donc là, c'est pareil, on est très en vision, on est très en avance de phase, et je suis assez convaincu que dans 5 ans, on aura des acteurs de ce type-là qui seront des spécialistes justement de pouvoir à la fois modéliser des règles de détection d'anomalies et de pouvoir intervenir ou de proposer des stratégies de réponse en environnement plus OT. La plateforme permet de le faire en tout cas. Ah, c'est intéressant ça. Effectivement. Donc, question un petit peu dans le même esprit. Sequoia couvre-t-elle dans son offre de CTI les menaces propres à l'écosystème automobile, constructeur, équipementier, communication V2X et corrèle-t-elle des indicateurs de compromission adaptés à ce secteur? Je vais répondre si tu veux Arnaud. À l'échelle des activités Threat Intel, on a vraiment une très bonne équipe de recherche qui voit bien les sujets. Et par contre, on peut pas inventer des choses lorsque ça n'existe pas et des fois plus lorsque ça ne se voit pas. Donc, on va modéliser énormément de matière par rapport à la réalité de la cybercriminalité, énormément de matière par rapport aux activités étatiques lorsqu'on commence à voir on réussit à soulever un capot et à comprendre ce qu'il y a derrière, ou lorsque quelqu'un d'autre a fait la même chose, son tendance, ça peut être un acteur, je sais pas, comme CrowdStrike, qui a publié un bulletin sur un nouveau threat actor, et c'est pareil, nous, sur lequel on va investiguer et expliquer quelle est notre vision des choses.
Et effectivement, sur ces acteurs-là, il va y avoir souvent des campagnes de ciblage en illustrant le fait que cet acteur-là a par exemple ciblé le secteur, je ne sais pas, de l'aérospatial ou de la défense dans tel pays il y a 3 ans. Donc nous, partant de cette réalité-là, on va expliquer qu'on a un certain nombre de secteurs qui sont concernés par tel ou tel threat actor. Mais après, il y a des domaines sur lesquels la réalité aujourd'hui fait qu'on ne voit pas forcément beaucoup de campagnes ciblées sur tous les secteurs. Il y en a qui vont être très ciblés. Globalement, pour faire simple, plus ils sont critiques, plus ils vont être ciblés. Et par contre, il y a la réalité qu'il y a beaucoup de je dirais, de campagnes de type cybercriminalité qui, là, par contre, sont à effet collatéral, touchent tout le monde. Donc, il faut se poser la question à chaque fois sur ces secteurs-là en disant quelle est ma zone de ciblage particulier, à quel groupe est-ce que je suis confronté et comment je m'en protège. Et après, contre quoi est-ce que je dois également me protéger d'un point de vue vraiment, cette fois-ci, très général et qui peuvent me concerner autant moi, on va dire, que mon voisin qui est peut-être sur un domaine industriel différent aussi. Donc, on va avoir je pense, c'est des rapports qui sont propres du secteur automobile. Pour autant, est-ce qu'on a une capacité je dirais, à dire que le secteur automobile est beaucoup plus concerné que d'autres types de secteurs? Je ne pense pas. Très bien. Eh bien, messieurs, nous arrivons au terme des questions. Il me reste à vous remercier de votre présentation, de votre webinaire. Peut-être, Alexandre, si tu es là, on peut conclure tous les deux. Et vous féliciter encore pour ce titre de champion. Et voilà, Alexandre, peut-être un dernier mot de conclusion? En dernier mot, je dirais encore félicitations à Sequoia, aux équipes. Beaucoup de développements ont déjà été réalisés. Il y en a encore à faire avec un beau développement commercial aussi à venir. Donc, continuez dans ce sens-là. Et puis, c'est toujours intéressant de voir aussi, il y a Sec IoT qui a été cité. C'est toujours intéressant de voir aussi des entreprises de systématique qui collaborent, qui travaillent ensemble pour avoir des nouvelles solutions pour rendre, en tout cas, le monde cyber plus sûr. Et en tout cas, aussi pour diminuer le risque. Alors, chacun choisira la phrase qu'il préfère. Très bien, merci Alexandre. Et puis moi, je vais juste conclure en vous disant qu'on a encore 2 webinaires, donc demain Probable et Candela vendredi. Et voilà, il me reste tous à vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec Arnaud et David si vous avez d'autres sujets. Ils seront présents au FIC. Ils seront peut-être. Alexandre, lui, sera présent demain au Cybercampus. Donc, et au vous aurez. Pardon? Et au Forum InCyber aussi. Et au Forum InCyber aussi. Donc, voilà, l'occasion d'échanger et de discuter avec nos champions et notre champion à nous du Hub Cyber, Alexandre. Merci à tous. Excellente journée et à très bientôt pour le programme champion 2025. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.